secrétaire hospitalière. Célibataire engagé ou non engagé? Célibataire non engagé. Ok, d'accord. Non engagé. Actuellement, je suis secrétaire à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital Onyx Medical Center. Ah, d'accord. Alors, sans plus tarder, comme on est dans la raconte des histoires, alors c'est quoi ton histoire? Waouh, c'est long. Alors, tout notre temps, ils sont vraiment très calmes. Là, ils sont assis dimanche à la télé en train de nous suivre. Voilà. Alors moi, mon histoire débute, on va dire, fin 2016, début 2018, début 2017. Je venais à peine de commencer, on va dire, premier graduat. Après les lycées, bien sûr, je suis allée à l'Académie de Beaux-Arts. C'est là où j'ai fini. Et mon histoire commence quand j'ai eu à avoir mes règles. On connaît, toutes les femmes doivent les connaître, bien sûr. Tu as fini à l'Académie des Beaux-Arts, mais là, tu es... Oui, je suis à l'administration de l'hôpital. Tu as fait à l'Académie des Beaux-Arts? La communication visuelle. Voilà. Alors, mon histoire commence en 2017, on va dire, où j'ai eu à avoir mes règles pendant, on va dire, près de un mois sans que ça s'arrête. Ça coulait tous les jours et abondamment pendant un mois. Alors, au début, pour moi, c'était normal. Normal, pourquoi? Parce que d'habitude, quand j'avais mes règles, moi, j'ai eu à avoir mes règles un peu très tôt par rapport à d'autres femmes de mon âge. J'ai eu à avoir mes règles à 11 ans déjà. On me disait peut-être parce que j'avais beaucoup de masse et puis voilà, ça arrive qu'une fille puisse avoir ses règles un peu plus tôt que les autres. Alors pour moi, c'était venu à l'âge de 11 ans et à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais des très fortes douleurs, j'avais mal au ventre, j'ai vomissé, parfois je n'arrivais même pas à aller à l'école. Alors en 2017, ça commençait à couler comme tous les mois, sauf que ça ne s'est pas arrêté. Généralement, ça coulait pendant une semaine, 7 jours. Ben, c'était pas totalement normal parce que j'entendais dire d'autres copines que moi, ça coule 3 jours, 4, 5. Moi, c'était 7 au fait. Mais pour moi, c'était bon, normal. Je suis née comme ça et puis voilà. Alors, ça commençait à couler sans pourtant que ça s'arrête. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé parce que d'une part, j'étais pas dire contente, mais j'avais pas mal. Je ne souffrais pas. Ça coulait tout simplement, donc je me disais je pourrais juste me changer puis voilà, la vie continue. J'avais pas mal, donc je pouvais faire tout ce que j'avais à faire normalement. Sauf que ça continuait à couler et à un moment ça commençait à m'intriguer. Là on va à un mois, c'est pas normal. Je n'ai jamais entendu une fille avoir des règles pendant un mois et ça continuait à couler jusqu'à ce que bon j'ai dit bon je vais dire à une personne au moins peut-être je suis pas la seule. La même part, maman. Non, à personne. J'ai dit à personne, j'allais au cours normalement, sauf que ça devenait... En fait, j'ai commencé à me sentir gênée parce que ça coulait tellement beaucoup que d'habitude. Je pourrais utiliser le paquet de bandes hygiéniques, on va dire 3-4 paquets la semaine. La semaine. Parce que s'il faut compter, c'est laver, tu t'échanges, tu te laves, tu t'échanges. C'était des trop. Alors, j'ai commencé à... J'ai dit à une personne de la maison, à l'époque, en fait, moi j'ai toujours vécu avec mes grands-parents et ma grand-mère n'était pas là à Kinshasa. Alors j'avais personne à qui parler. Et j'ai dit, bon, je vais plonger, au fait, je vais dire à une personne. J'ai dit à une grande sœur avec qui on parlait très bien du quartier. Elle était affolée, elle m'a dit, comment tu vis? C'est pas normal. J'ai dit, oui, j'ai vu, c'est normal, je suis là, non? Tu me vois pas? Elle m'a dit, mais c'est pas normal, tu dois aller à l'hôpital. Tu dois dire à une personne pour qu'on t'emmène à l'hôpital. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit à mon père a dit à sa mère, c'était toute la famille qui était en alerte. Moi-même, je me disais, bon, c'est rien, c'est juste des règles, ça va passer. Et après, on est allé à l'hôpital. Je me souviens, la première fois, on est allé à la clinique universitaire. On m'a maquillée en urgence. Moi, j'étais en mode, c'est pas grave, non? Je suis pas morte, je marche. Et il y a ceux-là qui disaient, bon, voilà, c'est une jeune fille, sûrement elle a avorté, elle refuse de dire aux gens. On va quand même aller à l'hôpital, les gynécos vont voir et ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était le début, c'était pas grand-chose. Même le gynéco n'a presque, je sais pas, moi j'étais encore trop jeune. Je sais pas ce qu'ils se sont dit entre adultes, mais après, je suis rentrée à la maison, on m'a donné des médicaments, c'était passé. Là, c'était en 2017. Comment c'était arrêté?
Ouais, l'écoulement se sont arrêtés. Tout était redevenu normal. Et après, j'ai commencé à avoir mes règles encore normalement, avec des douleurs comme d'habitude. C'était la vie qui continuait. Alors, ça coulait pendant un mois. Et c'est passé, on va dire, en 2019, ou encore ça a repris au fait. Moi, j'avais oublié, c'était déjà passé. Ça a repris, mais cette fois-ci, c'était, on va dire que c'était énorme. Parce que ça coulait énormément. J'avais mal au ventre, j'avais des maux de tête, j'avais des vertiges où je pouvais tomber n'importe où, n'importe comment. Mais après, je ne savais pas, mais il y avait comme un frein en fait. Pourquoi? Tout simplement, la première fois quand ça m'a fait, on m'a dit ce sont des règles, les femmes ont des règles, c'est pas tabou, ça va passer. Alors pour une deuxième fois, je me suis dit bon, je vais gérer ça seule. Je suis déjà aussi assez adulte par rapport à la première fois. J'ai géré, on va dire comme ça, j'ai géré. Mais sauf que j'ai géré, c'était seul contre seul, au fait, on va dire comme ça. C'était plus frustrant, c'était mal, au fait. C'était très mal parce que je devais aller au cours, je devais sortir avec des amis, évacuer à mes occupations, mais sauf que c'était avec un problème où on pouvait peut-être pas dire avec des douleurs. Il fallait aller au cours. Moi, j'ai étudié à l'académie, c'est le monde de l'art, c'est le monde des garçons. Là-bas, il n'y a pas des filles qui portent des talons. Pour dire, voilà, tu fais la fille, non. Quand il faut faire l'atelier, tu es là, tu montes les escaliers, tu descends. Hein. S'il faut aller... en fait, tu es là sur les terrains, comme tout le monde. Tu ne peux pas te dire que voilà, je ne peux pas faire le dessin, je ne peux pas faire ceci, non. Et après, c'était devenu très douloureux parce que j'ai passé toute la journée en fait, au cours. Je devais rentrer à la maison, causer avec tout le monde, faire comme si rien n'était. Je souffrais plus en silence, on va dire comme ça. Et pourquoi? Tout simplement, après que j'ai eu le problème pour la première fois, on m'a donné plusieurs théories. On m'a dit que ce sont des règles, ça va passer. Et il y a même une tante qui a eu ça. Il y a des amis qui ont eu ça. Dès qu'elles ont eu leur premier enfant, c'est passé. Mais j'étais encore trop jeune pour avoir des enfants. Alors moi, je me suis dit, bon, ça sert à rien de parler parce que tu connais déjà ce qu'ils vont te dire. Tant mieux souffrir comme ça, tant mieux rester comme ça. Alors j'ai commencé à faire mes propres recherches, à aller voir des gynécos de moi-même. Et à l'époque, j'ai commencé mon petit business, on va dire. Du coup, mes bénéfices partaient pour mes soins. Je ne voulais pas déranger la famille parce que je connaissais déjà la réponse. Tu vas dire, j'ai mal au ventre. Je vais dire, ce sont des règles, ça va passer. Prends juste un médicament, prends juste les calmants qu'on t'avait prescrit l'autre fois, ça va passer. Et ça coulait. On allait vers le 2 mois maintenant. C'est là que tu as commencé à voir des médecins? C'est là que j'ai commencé à voir des médecins parce que je ne comprenais pas c'était quoi la maladie au fait. Parce que moi dans ma tête, je voulais comprendre au moins pourquoi j'avais ça. Parce que j'ai essayé de sonder, j'ai dit, mais t'as des règles? Oui, moi, ça dure combien? 4 jours. Je suis étonnée, 4 jours. Ça t'est déjà arrivé de dépasser le jour? Non, jamais. Je me trouvais étrange. Et puis je me dis, bon, dans la Bible, il y a une femme de perte de sang. Ben, sûrement, je suis la femme à la perte du sang du 21e siècle, peut-être. Parce que j'ai trouvé personne avec le même problème que moi. Et ça devenait choquant, ça devenait frustrant, ça devenait compliqué à supporter. Au fur et à mesure, tu gardes des choses. En fait, devant deux gens, tu es obligé d'être toi, au fait. Tu souris, tu participes, je sais pas moi, à des rendez-vous, à des fêtes, mais tu es obligé de choisir quoi mettre, de choisir tout, au fait. Tu ne vis plus normalement parce que tu dois, même pour t'habiller, tu dois choisir quoi mettre pour ne pas abîmer tes habits. Tu ne dois pas traîner trop à l'extérieur parce que tu dois rentrer pour te laver. C'était de trop, au fait. J'ai commencé à avoir des gynécologues, plusieurs gynécologues. On va dire que je suis devenue presque fauchée. Je suis devenue presque fauchée parce qu'il fallait voir l'un qui va te dire
ce n'est pas grand-chose. C'est quoi? Tu n'as pas de repense. Tu as juste prends ça. Tu achètes, tu as l'évolution, tu sens que les saignements commencent à diminuer, ou 1 ou 2 semaines ça s'arrête, après ça reprend. En fait, tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution. Tu as l'impression juste qu'on te donne des calmants, mais après ça reprend. Et ça coulait comme ça pendant presque 2 mois encore. 2 mois. Après, ça s'est arrêté de soi-même. Je pense que, je sais pas, je crois bien que peut-être avec tous les médicaments que j'avais accumulés, ça s'est arrêté. Et après, là c'était en 2019. Et ça a repris en 2020. Ça a repris en 2020. Et là c'était encore très très fort. Parce que j'ai commencé à avoir des envies de suicide. On va dire comme ça. J'ai commencé à avoir des envies de suicide parce que de moi-même, je ne trouvais pas des solutions. Moi, je ne trouvais pas des solutions. Les médecins ne trouvaient pas des solutions. Et Dieu, pour moi, Dieu ne trouvait pas aussi des solutions. Donc, je me suis retrouvée seule face à un problème qui n'avait pas des solutions. Et du coup, on perd l'espoir. Les parents savaient. J'ai commencé à dire, mais c'était... Ouais, on va aller voir un gynéco. Mais ils vont faire quoi? Moi, dans ma tête, c'était ils vont faire quoi encore? Ils vont faire quoi? Personnellement, j'ai eu à voir plusieurs gynécos de plusieurs hôpitaux différents. Et ils vont m'amener chez qui je n'ai pas vu personnellement. C'était comme ça, c'était non, ça va, je vais bien, ça va passer. T'as encore tes règles? Non, ça va, ça s'est arrêté. Mais ça coulait. Personne ne pouvait voir parce qu'il fallait toujours être propre et tout. Personne ne pouvait voir. Mais moi, personnellement, ça m'a détruit. En 2020, j'ai commencé vraiment, sincèrement, à avoir des envies de suicide. Tout simplement parce que je me suis dit, ça n'allait pas. Je devais tout contrôler. Je ne sortais plus. Je n'avais plus de vie. Parce que s'il faut sortir, on peut t'appeler chez des amis. On a un dîner, on a une fête, on t'invite à une fête. Tu te dis, je vais porter quoi? Je ne vais pas mettre du truc blanc ou un truc... parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'acheter des habits. Et je n'avais plus de vie. Je suis devenue invivable. Tout simplement parce que j'étais à tout moment énervée. J'étais énervée pour rien. Là, ça avait et des douleurs. Quand ça avait... Et des douleurs. Mais sauf que les douleurs n'étaient pas régulières. Il y avait des moments où j'avais des douleurs, mais sauf que comme j'ai déjà, je pouvais faire une crise ou je pouvais tomber à n'importe quel moment parce que j'ai perdu beaucoup de sang et j'avais des vertiges. J'avais souvent de vertiges et c'était insupportable en fait. Moi dans ma tête je me suis dit la seule et unique solution va être de partir. Ça va. Je pensais que j'allais me soulager comme ça. Bon, je meurs aujourd'hui, c'est fini. Là où on part, je sais pas si ça existe, le deuxième monde ou comme on dit là-bas sûrement ça sera mieux. J'aurais pas à changer des bandes hygiéniques à tout moment, à être fauché parce qu'il faut payer tel médicament, parce qu'il faut faire ça, parce qu'il faut faire ceci. Waouh, c'était compliqué. Alors on va dire un matin de 2020, je me suis levée, bien sûr, j'ai saigné encore. C'était le matin, il n'y avait personne à la maison, tout le monde, il y avait je crois que j'étais chez ma tante ce jour-là. Ses enfants sont allés à l'école, elle est au travail, la bonne est sortie. Nous habitons des appartements, nous étions au 3e. J'ai fait mes calculs, j'ai dit, je suis seule maintenant à la maison, je ferme la porte à clé. La bonne est partie au marché, je ferme la porte de la chambre, je ferme tout. Si je me suicide là, avec les médicaments, ça va prendre du temps. Je vais tout simplement me couper des veines, les sangs vont couler. Et après, les temps peut-être que j'ai le temps de changer d'idée, je n'aurai pas la force d'ouvrir la porte, de descendre et tout. Ça va partir, je vais mourir. Tout était planifié. Dans ma tête, j'ai tout planifié. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais partir. Mais après, il y a... Comment on dit il y a un
truc qui m'est monté au cœur qui m'a demandé d'appeler un ami. Je me suis dit, bon, j'étais en larmes, j'étais en train de pleurer. Parce que c'est devenu quotidiennement, de manière quotidienne que tous les soirs je pleurais. Parce que je me posais des questions, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai fait quelque chose à une personne, c'est un sort qu'on m'a jeté, qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Pourquoi je dois continuer à saigner? Pourquoi je ne dois pas être comme tout le monde, tout simplement? J'ai pas fait du mal à quelqu'un, ou tu vois, je me posais des questions tous les jours, et c'est toute la nuit que j'ai pleuré. J'étais en dépression. J'ai pleuré toute la nuit, et même ce jour-là, la nuit, j'ai tellement pleuré, je me suis décidée de le faire le matin. Et à la maison, il ne voyait rien. À la maison, il ne voyait rien. C'est difficile au fait de voir. Je suis une personne assez, on va dire, joviale, gentille, provocatrice. Et ce qui était encore plus dur, c'était que je devais garder le même cap. C'est-à-dire, je souriais la journée et je pleurais la nuit. C'était comme ça. Je souriais la journée, j'étais là en mode statut WhatsApp et avec tout le monde, je parlais très bien. Mais la nuit, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je veux me suicider. J'ai pris une lame de rasoir, j'étais allongée par terre, je crois que j'étais allongée sur le ventre. J'ai regardé mes veines, je me suis dit, bon, c'est ici que je vais couper. Mais après, bon, que j'appelle une personne. Je ne vais pas dire à cette personne que je veux me suicider parce qu'il va quand même me convaincre de ne pas les faire. Mais je vais quand même lui dire, bon, je vais quand même lui demander de prier pour moi. Ouais, c'est un acte, je suis chrétienne, je sais qu'une personne qui s'est suicidée ne va pas au paradis. Certes, peut-être que j'irai à l'enfer, mais de quand même prier, que cette personne-là prie pour moi, et puis voilà, on verra. J'ai appelé cette personne, et j'étais en larmes, c'était vers 7h, je crois. C'est une affaire de 7h juste comme ça. J'ai appelé cette personne, je lui ai dit, tu peux prier pour moi? Il m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, tout va bien, ça va, prie juste pour moi. Il m'a dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, je suis sûre. Moi, je veux juste que tu pries pour moi, et après c'est fini. Il m'a dit, ok. Il a prié, je pense que c'est encore des émotions quand je pense. Il a dit exactement le mot que je devais entendre. C'est comme si ce n'est pas lui qui parlait, au fait. C'est comme si c'était Dieu qui parlait à travers lui. Il a dit exactement le mot que je devais entendre. Parce que j'avais perdu espoir, j'avais tout perdu. C'était rien, au fait, qui restait. C'était juste, voilà, il y a juste le corps de Royal qui est là, mais c'est plus elle. Et cette personne a dit exactement le mot que je devais entendre. Vous voyez, il n'a pas prié, voilà, je t'ai dit ça, Seigneur. Non. C'est comme si j'étais en train de te parler comme ça. Il a tout simplement dit de mots que je devais entendre. Et c'était une affaire de quelques minutes comme ça. Il m'a dit, on est 7h30 chez moi, je t'appelle à 12h juste. J'ai dit, ok. Moi, dans ma tête, c'était, bon, à 12h, quand tu vas appeler, on va te dire, elle s'est suicidée, elle est morte. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis endormie. Et je signale que ça faisait déjà plus de 4 jours que je ne dormais pas, que j'avais des insomnies parce que j'ai passé la nuit à pleurer. Je dormais presque pas. Et c'était à 7h, je me souviens, et il m'a appelé à 13h. C'est à 13h que mon téléphone a sonné. Parce que quand je me suis endormie, là, de 7h, c'est à 13h. Il m'a dit qu'il va m'appeler à 12h, mais il m'a appelé à 13h. Et quand j'ai pris mon téléphone, c'était lui au téléphone. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va très bien. Et ça allait très bien. Je n'avais pas de solution. J'ai saigné encore. Mais il y a comme une lueur d'espoir, au fait. Tout allait bien. J'avais la pêche. J'allais très bien. Et j'ai dit, oui, ça va très bien. Je te rappelle. Je me suis levée, je suis encore par terre. J'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis lavée, je me suis sortie à la maison, j'ai vu tout le monde était déjà là. Ça va, t'as trop dormi. Pourquoi vous ne m'avez pas réveillé? Mais on t'a laissé dormir. J'ai dit, ok. Tout était bien, normal. Et à la fin de cette journée, il y a une amie qui m'a appelée. Ça faisait longtemps aussi qu'on a parlé avec lui. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va très bien. Il m'a dit, tu te souviens quand tu étais malade à la clinique et tout, il y avait un médecin qui t'avait soigné? J'ai dit, oui, mais ça fait longtemps, je n'ai plus les nouvelles. Et puis, je n'ai plus de coordonnées et tout et tout. Il m'a dit, je l'ai vu dernièrement sur Willery. Il a maintenant son propre cabinet et tout. J'ai même son numéro. Si tu veux,
tu peux m'accompagner demain, j'ai un problème et tout, j'aimerais bien le voir. J'ai dit, ok, pas de problème. On est allé avec elle demain, hier, le lendemain plutôt. On a vu le médecin et tout. J'ai dit, moi aussi j'ai un problème et tout. Ok. J'ai expliqué le problème à ce médecin. Ça faisait déjà combien de temps que tu saignais? Là, ça faisait on allait à 2 mois. On allait à 2 mois que je saignais. Parce que je saignais tellement trop parfois. Pas que j'ai perdu connaissance, mais j'avais des vertiges. Donc j'avais commencé à prendre de médicaments pour ramener le sang. Je ne sais pas comment on appelle ça et tout. Et ça faisait longtemps qu'on s'est vu avec ces médecins-là. On s'est revus encore. J'ai posé mon problème. Il m'a dit, ok, c'est pas grave. On va passer l'échographie. J'ai passé l'échographie le même jour. Il m'a dit, c'est rien de grave. Comment tu saignes pendant 2 mois presque? J'ai dit, mais parce que j'ai pris ça comme médicament, ça comme médicament, ça comme médicament. Ça ne marchait toujours pas. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, ben oui. Il m'a dit, ok, d'accord. Prends cette ordonnance. On va d'abord arrêter les saignements. Et après, tu vas revenir. Après que tu vas vraiment sentir que c'est sec. Et on va faire d'autres examens. J'ai dit, ok. Quand j'ai pris l'ordonnance, je me suis dit, bon, ça va être encore un $100 que je vais dépenser. Ou encore un 500 que je vais dépenser aujourd'hui. C'est la merde, quoi. Je n'ai plus rien. Je suis presque fauchée. Et je prends l'ordonnance. Je vais à la pharmacie. La dame prend. Et elle me dit, ça fait 1200 francs. J'ai dit, 1200 francs? Un gynécologue à Kinshasa qui t'écrit un médicament de 1200 francs pour arrêter les sangs. J'ai dit, madame, vous êtes sûre? Il m'a dit, oui, je suis sûre, c'est combien d'ampoules, et l'ampoule, c'est à 200 francs. J'étais abasourdie, j'ai dit, ok. J'ai pris, on m'a demandé de piquer 3 fois, en fait, le matin, à midi et le soir. J'ai piqué, on m'a piqué comme ça, et le lendemain, j'ai plus de saignement. Le lendemain, je n'avais plus de saignement. Tout était arrêté. Et je me souviens quand j'étais en conversation avec lui, il m'a dit quel est ce médecin qui t'a prescrit ce médicament et tout. J'ai donné son nom. Il m'a dit à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de gynécologues en fait. Lui, il n'est pas gynécologue. J'ai dit comment ça, il n'est pas gynécologue? Il m'a dit il n'est pas gynécologue. Moi, personnellement, je ne le connais pas dans l'ordre des gynécologues. J'ai dit ok. Et on va dire j'ai dépensé tellement beaucoup d'argent. Et c'est un médicament de 200 francs comme ça qui a pu arrêter les saignements. Tout simplement parce que dès le départ, en allant de médecin en médecin, je n'y rencontrais pas des gynécologues. C'était pas des gynécologues, c'était des spécialistes, je crois, ou plutôt des généralistes. Parce que le dernier vraiment qui a provoqué tout, c'est celui qui m'a donné des médicaments. Et à la fin, après les échographies, lui m'a dit, madame, vous avez un problème sur tout votre organe génital. Je ne crois même pas que vous pouvez avoir des enfants. J'ai dit, ah bon? Il dit, ouais, vous êtes tellement infecté, il y a votre matrice qui est infectée, il y a votre appareil génital qui est infecté, tout était vraiment infecté. Madame, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais là à peine 23, 24 ans. Je n'ai pas connu, même je me suis dit, même les femmes qui font ça n'ont pas ce genre d'infection. Où est-ce que j'ai chopé tout ça? Tout ça, en fait, c'était pas ça. En fait, lui-même ne savait pas ce qu'il disait. Lui-même ne savait pas ce qu'il disait. Et il m'a fait payer des médicaments qui ont coûté un bras. Et je signale que je n'allais plus dans des pharmacies pour acheter des médicaments. Hein. Non, je n'allais plus dans des pharmacies. Je n'avais plus de moyens d'acheter dans des pharmacies. J'ai acheté dans des dépôts. Parce que le médicament qui coûte par exemple 500 francs dans la pharmacie, dans des pharmacies de coin ou dans des dépôts, c'est 200 francs, 300 francs par exemple. Du coup, j'allais directement acheter dans des dépôts et quand j'arrivais, tout le monde me connaissait. Bonjour madame. Oui, bonjour. J'avais même honte de dire que ce sont mes médicaments. Parce que généralement, c'était des médicaments pour arrêter les sangs. Donc, c'est des médicaments qu'on donne à des femmes qui ont accouché, à des femmes qui ont subi de la césarienne et autres. Votre maman va bien? Oui, elle va bien. Ce sont ces médicaments. Ah, d'accord. J'achetais des médicaments comme ça. Et de base, je pense que si j'avais connu un vrai gynécologue dès le début, je n'allais pas avoir
En fait, je n'allais pas souffrir autant. Et ce qui m'inquiétait encore, c'est parce que je ne savais pas réellement de quoi je souffrais. Et quand j'ai vu le dernier gynécologue, c'est lui qui m'a pratiquement tout expliqué. C'était plus clair dans ma tête. C'était normal. J'ai compris que c'était... il m'a dit, j'avais le syndrome micropolycystique. C'est un dérèglement hormonal. Ça arrive en fait, on dit 5% des femmes seulement qui ont ça au monde. Et on va dire que je suis chanceuse. Je suis chanceuse d'en avoir. C'est comme ça. Ça arrive aux femmes qui ont l'âge de procréer. Et ça vu que c'est un dérèglement hormonal. Ça dépend d'une femme à une autre. Il y a de ces femmes qui saignent beaucoup. Il y a d'autres qui ne voient pratiquement pas les règles. Et il y a de ceux-là qui, ça provoque une pilosité intense, une prise de poids, d'autres qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et ça dépend d'une femme à une autre. Ça dépend d'une femme à une autre. Moi, j'ai pris plus de poids et je ne savais pas que c'était pour ça. J'ai eu à faire le sport. Je suis une personne qui fait un peu le sport. Mais tu fais des sports, mais tu continues à grossir. On te dit, tu n'as pas encore eu des enfants, pourquoi tu grossis comme ça? Mais je me dis, j'ai fait les sports, mais j'ai grossi. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je veux dire que ça va mieux. Ça va mieux. Le soulagement a été de savoir déjà de quoi je souffrais, de connaître les symptômes de ma maladie, de connaître que je ne suis pas la seule au monde à avoir ces genres de problèmes. Et les envies de suicide, l'anxiété, la dépression, la prise de poids, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'essaie de contrôler parce que je sais comment ça... En fait, je connais le début et bientôt, je crois que je vais connaître la fin. Ah, ok. Et du coup, maintenant, là, c'est comment? Ça arrive aussi que tu peux saigner un mois ou bien... Non. Je ne saigne plus trop. En fait, je saigne plus comme avant. J'ai maintenant des règles assez normales. Déjà parce que quand j'ai des règles, je n'ai plus trop mal au ventre. Déjà, une femme qui a des règles ne peut pas avoir de mal au ventre, comme on m'a dit. Quand une femme a mal au ventre pendant ces périodes, c'est anormal. Aujourd'hui, je vois mes règles normalement. Parfois, je le vois, parfois, je ne le vois pas. Mais je suis sous un traitement. Et déjà, pour moi, c'est un grand pas. Je pense que je suis à 90% de la processus de guérison. Pas de guérison parce que ce sont des choses c'est une maladie qui est innée. On va dire qu'on vit avec. Mais avec un bon traitement, on fait des enfants. Avec un bon traitement, on vit normalement. Donc aujourd'hui, je vis normalement parce que je suis en train de suivre un traitement approprié à ma maladie. Ça va, les bouche pécheur. Tu es ma folle. Alors, voilà. Pourquoi tu as voulu aujourd'hui nous raconter ton histoire? Waouh! Déjà, aujourd'hui, les gens qui vont voir l'émission, qui vont me suivre, vont être choqués, je pense. Parce que je suis une personne qui ne parlait pas trop de ses problèmes. Je n'aime pas déranger les gens. Je suis comme ça. Et aujourd'hui, j'en parle parce que en travaillant à l'hôpital, j'ai vu j'ai vu déjà que je n'étais pas la seule à avoir ce genre de problème. Et il y a ceux-là qui ont encore de problèmes plus graves que ce que moi j'ai vécu. Alors mon histoire, je pense que ça va juste permettre à d'autres femmes de sortir du silence, de parler, d'être ouvertes. Ces genre de problèmes de santé, de règles, je sais pas moi, l'infertilité ou autre chose, d'en parler et surtout de voir des médecins spécialistes, vraiment des médecins spécialistes, pour ne pas tomber dans la bêtise comme moi je vais dire, parce que j'ai souvent vu de médecins mais qui n'étaient pas des gynécologues mais qui étaient juste des généralistes et qui ont menti, si je peux dire comme ça. Donc aujourd'hui, moi, mon histoire, je pense que ça va permettre aux femmes de sortir du silence, de parler et de pouvoir trouver de l'aide. Donc c'est juste ça. D'accord. Et pendant ces moments de dépression, on a, comme tu le dis, il y en a qui sont en train de vivre des périodes difficiles, plus dures encore. Alors, la dépression, pour toi, les déclics est venu
on va dire, je ne priais presque plus, hein. Je ne priais presque plus. Je ne priais presque plus parce que je n'avais pas de solution venant de Dieu, venant de médecin. Pour moi, je ne priais presque plus. Alors, on va dire que je suis sortie de ça en priant aussi après et en partageant, en parlant aux gens. Il y a de ceux-là qui dépriment parce qu'ils ont perdu un être cher. Il y a de ceux-là qui dépriment parce qu'ils ont perdu un boulot. L'amour aussi fait déprimer. Il y a, en fait, ce qui m'a plus permis de sortir rapidement de ça, c'est de partager avec les gens, de parler et de sentir que moi j'avais mon problème qui m'a fait déprimer. Une autre personne avait son problème qui l'a fait déprimer aussi. Et c'est en associant les idées, en parlant, c'est avec ça que on va dire que je suis sortie rapidement. Ça m'a aidé de sortir rapidement, d'être plus forte mentalement. Et bien sûr, il y a eu la prière. Après, c'est Dieu, hein. C'est Dieu le maître de tout. Et je pense que c'est ça. Ça me donne te demander, c'est pour ça que tu as voulu un peu intégrer le domaine médical ou bien? Oui, on va dire ça en partie. En partie, c'est ça. Aujourd'hui, en travaillant à l'hôpital, ça m'a permis de voir le monde sous un autre angle, on va dire. De voir le monde sous un autre angle. De voir qu'il y a des maladies qui existent. Des maladies peut-être que d'autres personnes ne connaissent pas. De voir comment les gens arrivent à surmonter. De voir tout ça, au fait. En partie, je vais dire. Ok, puisque tu es dans le domaine médical aujourd'hui, on peut dire, comme ce matin, je suis en train de regarder une vidéo sur ces choses-là, peut-être on n'en parle pas toujours, les douleurs de règles qui sont anormales. Par exemple, j'ai entendu parler de l'endométriose, tu connais? Oui, on va dire que notre centre est spécialisé en ça. Et on soigne plus les femmes qui souffrent de l'endométriose. On va dire que les termes médicaux trop appropriés, je ne connais pas trop, je ne maîtrise pas. Mais on a un très bon gynécologue aujourd'hui à Kinshasa qui soigne uniquement l'endométriose. Voilà. Je sais que ça a beaucoup de complications dans le foyer, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir suite à l'endométriose. Et c'est une maladie qui n'est pas encore trop connue ici à Kinshasa. Les règles douloureuses et tout. Je pense que aujourd'hui à Kinshasa, on a un gynécologue qui aide beaucoup plus de femmes qui souffrent de l'endométriose. Et voilà, elles peuvent venir chez nous et le gynécologue va beaucoup les aider et tout. Ok, et aujourd'hui, comment ça se passe dans ton quotidien? Aujourd'hui, tout va très bien. Tout va très bien. La preuve, je suis en blanc aujourd'hui. Je suis en blanc aujourd'hui. Je me suis promenée presque la journée sans pourtant me changer. Je suis très à l'aise aujourd'hui. Je vais dans des fêtes. Je sors. Je ne décline plus des invitations. Aujourd'hui, je sors. Je vais à l'église. Je vais au travail. Quand j'ai mes règles, je n'achète plus des cartons des bandes hygiéniques. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. J'ai repris le sourire. Je cause, je sors. Je suis bien avec tout le monde aujourd'hui. Alors, un conseil à toutes les femmes qui vont nous suivre, que tu aurais aimé entendre lorsque tu es en train de passer par ce moment très difficile. Si tu avais un conseil à leur donner. Waouh. Moi, personnellement, je suis une personne qui n'a pas, en fait, pas voulu avoir de l'aide, non, mais qui a eu peur d'aller vers les gens pour être aidée. Aujourd'hui, je vais dire tout simplement à ces personnes qui dépriment, à ces personnes qui passent par des moments difficiles, de s'ouvrir au fait, de s'ouvrir. C'est toujours mieux, on dit, je sais pas comment est-ce qu'on le dit, je pense bien que c'est quand tu partages ce que tu as au fond de toi comme douleur, c'est à moitié atténué. Donc, je pense que ça serait mieux pour eux de trouver une personne dans leur entourage. On a toujours une personne dans notre entourage à qui on sait que quand on va vers cette personne-là, il est toujours de bons conseils ou bien il va tout simplement m'écouter sans pourtant me juger. Parfois, on a juste besoin d'une personne qui vous écoute, tout simplement qui vous écoute et qui ne vous juge pas. Parfois, les gens ont peur ou honte d'aller vers les amis ou la famille
sous prétexte d'être jugés après ou bien qu'on va raconter leur histoire après sous un autre angle. Aujourd'hui, de trouver juste une bonne personne dans leur entourage et de partager leur histoire pour être soulagé. La dépression, c'est dur, la dépression, c'est réel. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est pas tout le monde qui est au courant. Les gens disent, c'est quoi la dépression? Moi, je ne peux pas déprimer. On dit que ce sont les trucs des blancs. Ouais, ce sont les trucs des blancs. À Kinshasa, il y a la musique. À Kinshasa, on peut sortir. Comment vous faites pour déprimer? Moi, il y a une personne qui m'a dit, comment vous faites pour déprimer? Il y a mon téléphone, il y a la musique. Je peux sortir, je ne peux jamais déprimer. Donc, c'est ça, au fait. Mais elle est réelle. La dépression, elle est réelle. Il y a ceux-là qui dépriment parce qu'ils ont perdu un être cher. Ils ont perdu un travail, un mari, un enfant. Et parfois, c'est dur d'en parler, mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut avoir une personne à qui parler ouvertement, sans honte, sans crainte. Et je pense que si moi, personnellement, j'avais ces genres de personnes-là tout autour de moi, dès le départ, je pense que ça allait être mieux. Donc aujourd'hui, pour eux, de trouver une personne dans leur entourage, une personne bien, saine d'esprit, et qui va leur tenir la main, je pense que ça va aller pour eux. Un mot de la fin, merci à Madame Mita pour cette belle initiative qui permet à ce que nous venions rencontrer nos histoires pour donner de la force à d'autres personnes. Et bon vent à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde, on va dire à Fast TV. Merci à Fast TV, merci à l'émission Méta Télévision, merci à l'équipe technique, merci à tout le monde et je suis très très contente d'être passée ici. Merci beaucoup. Merci. C'était bien pas bon. C'était moi tout dit.